Bartosetti, c'est vrai qu'on s'interroge sur le mobile du meurtre. Ce qui ressort, et c'est ce que nous disait tout à l'heure Cécile Olivier, c'est qu'il connaissait la victime. Oui, bonjour. Oui, effectivement, on sait on se doute bien qu'il connaissait la victime puisqu'il n'y a pas eu de violence avant, bien sûr, l'horreur que l'on connaît chez cette personne âgée. Et on peut imaginer qu'il y avait le vol frauduleux des 1 000 euros. On peut penser également qu'il était peut-être dans la vengeance. Cette dame avait licencié son épouse. Elle était employée à domicile quelques heures par semaine. Et donc, voilà, ça peut être plusieurs mobiles. Très futile, bien sûr, mais vu qu'on a un homme qui jouit pas de toutes ses facultés mentales, très touché psychologiquement, hein, et évidemment, on peut imaginer que le mobile, finalement, est très peu important, mais que la phase psychiatrique de cet homme a pris le dessus. C'est important ce que vous nous dites, étant donné son état mental. Quand on dit trouble neurologique, de quoi parle-t-on? Est-ce que ça a pu mener à une altération du discernement, en gros? Bien, moi, à mon niveau, je ne suis pas médecin, mais mes collègues non plus, mais c'est vrai qu'on a souvent affaire à des comportements très particuliers dans notre travail. Hein. Soit on est sous l'emprise de cocaïne ou de crack, soit on a affaire à des gens très, très violents. Le problème, très violent et donc très touché aussi psychologiquement. Alors, est-ce qu'il était suivi régulièrement? Est-ce qu'on pouvait se douter qu'il allait aller si loin parce qu'il a menacé sa voisine, mais il n'était pas passé à l'acte? Alors, c'est toujours pareil, hein, on ne peut pas deviner si la personne peut aller si loin dans un tel déferlement de violence et de haine. Voilà, c'est un flagrant délit ou en tout cas dans des missions d'urgence qu'on peut se retrouver face à des personnes armées et violentes. Mais là, visiblement, calmement, il a eu cette pulsion meurtrière face à cette personne âgée et cette pauvre dame retraitée. Vous parlez bien de troubles psychiatriques, hein? C'est le terme que j'emploie qui est peut-être pas tout à fait le bon, parce que je vous répète, je suis policier, je suis pas médecin, mais très sincèrement, on retient cette phase-là. La première réaction qu'on a eue, mais la toute première qui a été très vite écartée par l'antiterreau de notre ministère, c'est voilà, 1 an après Samuel Paty, on a un meurtre presque identique. Voilà, on pouvait dans un premier temps imaginer que c'était son réflexe premier, mais surtout que c'était une ancienne enseignante, oui. Exactement. Donc, on a très vite écarté cette thèse parce que les renseignements territoriaux ou la DGSI sont faits de ce genre de situation et anticipent fort heureusement régulièrement ce genre d'attaque, sauf lorsqu'on a un cas isolé. Et ça aurait pu être un cas isolé, mais on écarte cette thèse-là et on se dirige vraisemblablement. Je vous dis bien, je ne suis pas au cœur de la garde à vue, je n'ai pas le rapport d'expertise d'un médecin sous les yeux pour vous dire quel est son degré finalement de folie actuellement chez cet homme. Mais il y a de fortes chances qu'on se dirige vers quelqu'un quand même de déséquilibré, comme on peut s'en douter. Avec, j'insiste bien, avec aussi une mesure de garde à vue adaptée, il devra peut-être aussi répondre de son acte. Ce serait un peu trop facile de l'écarter, bien sûr, d'une peine sous raison qu'il soit atteint psychologiquement ou sur un plan psychiatrique. Évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Cécile Olivier, ce boursier, que nous dit ce témoignage Bruno Bartosetti? Il nous dit ça nous en dit plus sur le parcours de cet homme et c'est bien sûr un des objets de l'enquête là maintenant, interroger la famille, l'entourage pour comprendre son parcours, sa personnalité. Là, il est dit qu'il a été un temps agent de sécurité. Je rebondis aussi sur ce que nous disait tout à l'heure Cécile Olivier à propos de ses troubles mentaux. Je ne sais pas trop comment les appeler, on nous dit neurologiques, psychiatriques, enfin bref, ces troubles-là sont passés de boxeurs qui auraient mené à ces coups de folie. Tout ça, ce sont autant de pièces du puzzle qui vont nous aider à mieux le cerner. Exactement, et d'ailleurs j'aimerais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, sur le fait qu'aujourd'hui, dans notre travail, on est en face de victimes bien sûr, mais d'auteurs et de voyous. Mais nous sommes, si vous voulez, dans des situations toujours de plus en plus délicates face à des personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales. Et le problème qu'on rencontre, je crois, en France, il me semble, c'est que c'est de plus en plus difficile d'hospitaliser. Et là encore, c'est se donner les moyens. C'est-à-dire que je ne connais pas exactement le parcours de cet homme, je le découvre comme la plupart des Français aujourd'hui, on découvre bien sûr sa personnalité.
malheureusement, avec ce qui vient de se passer, on voit à quel point l'homme peut aller lorsqu'il est dérangé mentalement. Mais lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont touchées sur un plan neurologique, est-ce qu'on se donne les moyens en France de pouvoir les suivre, voire de les hospitaliser sur du court ou moyen terme? Peut-être même de les interner d'office. J'ai l'impression que c'est ce que vous dites. C'est un peu ce que je veux dire également. Je le murmure et vous le reprenez avec justesse, parce que finalement on parle souvent de prison, on parle de sursis, de ferme, mais on a aussi beaucoup de déséquilibrés aujourd'hui dans notre société, et le confinement n'a pas aidé, bien sûr, à finalement à faire tomber la pression chez ces personnes qui sont touchées psychologiquement. Oui, et quand même, Bruno Bartocchetti, quand elle voit les vêtements brûlés, elle fait tout de suite le lien avec ce drame, et elle-même, elle le dit, en fait, en gros, je me dis que ça aurait pu m'arriver. Donc c'est peut-être aussi à nous de davantage aussi détecter les signes de folie dans nos entourages. Je ne sais pas, je pose la question. Oui, bien sûr. Alors, je retiens aussi dans son témoignage qu'elle dit « et jamais j'aurais pu imaginer qu'il aille jusqu'à là ». C'est-à-dire que nous, dans un commissariat ou dans une gendarmerie, lorsqu'on recueille un tel témoignage, tous les mots ont leur importance. Vous savez, et je ne remets pas du tout en cause, bien sûr, le témoignage de cette dame, certainement pas, et de tous les témoignages que l'on peut avoir, mais il faut toujours apprécier avec justesse. Et en France, on n'hospitalise pas, on n'interne pas aussi facilement. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire tant mieux, ce serait peut-être aussi trop facile. Alors ça, c'est un autre débat. Mais c'est quand même toujours très difficile. Il faut qu'on se donne beaucoup de moyens en France pour pouvoir justement intervenir très rapidement. Bien sûr en flagrant délit, mais aussi lorsqu'on a des personnes dangereuses pour lui-même, pour autrui. C'est ce qui semblait être le cas dans cette résidence. Mais voilà, une intervention comme ça, elle demande une procédure longue. Il faut que ce soit accepté. Et on est souvent, vous savez, dans notre travail, sur d'autres sujets, ce n'est pas le thème aujourd'hui, on est vraiment alourdi dans notre tâche par les procédures qui n'en finissent pas. Il faut expert contre expert, il faut faire donner l'idée à un procureur ou à un juge d'aller au bout d'une enquête. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment très difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans BFM Story. On se retrouve dans un instant, on va parler cette fois-ci...